a une grosse thématique à aborder. On va parler de la filière automobile, on va parler de master data management, les clés de la réussite, les clés de la supply chain du futur. On va aborder les master data de la supply chain. Enfin, on a plein de choses à voir avec vous. Je sais aussi que vous avez quelques images à nous montrer. Oui, bien sûr. Regardez, je vous laisse la zapette et puis on vous donne la parole et on est impatient de vous écouter. Bonjour à tous, Mathieu Baïs, donc je suis le directeur supply chain du groupe Bontaz. On parlera du groupe Bontaz un peu plus tard, quand on prendra spécifiquement le business case Bontaz concernant le master data. Mais je voulais déjà commencer par une citation que je trouve intéressante, qui finalement, sans data, vous êtes juste une personne avec une opinion parmi tant d'autres. Et je trouve cette citation elle est assez intéressante parce qu'elle repositionne vraiment l'enjeu de la data aujourd'hui. C'est de dire que la data remet ou met du fait, met de la factualisation et surtout permet de prendre des décisions et pas juste d'exprimer une opinion. Alors, vous vous souvenez, ce matin, Thierry Jouenne vous a présenté le label, le référentiel Supply Chain Plus avec ses 90 critères. Et donc, le Master Data, c'est un des 90 critères d'excellence de la supply chain. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous en parler et d'échanger avec vous sur ce sujet qui est très technique, mais finalement extrêmement passionnant. Déjà, je voulais démarrer surtout sur le contexte, le pourquoi du Master Data Management, à quoi ça sert finalement. Parce que c'est absolument pas une finalité, c'est surtout en fait un outil technique, un début qui permet d'être au service de la transformation digitale et d'exceller dans la transformation digitale. Et donc ce que je vous propose dans cette première séquence, c'est de fonctionner par entonnoir et de voir finalement en partant de cet enjeu, de cette ambition de transformation digitale, comment est-ce qu'on va avoir besoin de cette Master Data. Donc du coup, déjà, pourquoi est-ce que les entreprises veulent faire de la transformation digitale ? Surtout, essentiellement, pour développer la collaboration entre les différentes fonctions. Donc c'est une capacité à ce que les différents métiers dialoguent entre eux avec différents systèmes d'information. C'est également aussi avoir une information qui circule dans sein de l'entreprise de bout en bout, et y compris même d'ailleurs en provenance de l'extérieur de l'entreprise, et pour aller même d'ailleurs jusqu'à l'extérieur de l'entreprise vers les fournisseurs, et que cette information finalement traverse avec le moins de retouches manuelles, avec le moins de redondance et le moins de disruption possible. Et donc ça revient finalement à gérer les autres enjeux également associés à la transformation digitale. Quand on demande aux entreprises pourquoi est-ce qu'elles font la transformation digitale, c'est de dire j'ai besoin d'avoir des informations qui soient fiables, parce que je veux justement que cette information qui circule dans mon entreprise soit la plus fiable possible. Et puis, je veux que ces données soient en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, on en a parlé ce matin lors des différentes tables rondes, il y a une accélération de la supply chain, une accélération de la demande. Et donc, il faut de plus en plus que cette information elle soit en temps réel ou en cycle extrêmement court. Et donc ça revient à dire que les entreprises, les supply chains aujourd'hui doivent être pilotées impérativement par la donnée. Et c'est la donnée qui va justement circuler, transiter entre tous les systèmes d'information. Et il faut absolument cette data, du coup, la piloter. Et donc c'est ce qu'on appelle communément le data driven. Et donc ce data driven, il repose finalement sur deux éléments. Donc déjà, qu'est-ce que c'est finalement, alors vous savez, quand on parle de supply chain, c'est le bon produit au bon endroit, au bon moment et à moindre coût. Quand on parle de data, de master data management, on va utiliser finalement la même logique de dire que on veut la bonne donnée, on la veut au bon moment, et surtout, et c'est ça qui est extrêmement important pour moi, c'est on la veut pour prendre une bonne décision, pour paramétrer, pour exécuter, pour optimiser les opérations, pour être capable de prendre de bonnes décisions. Et donc on a deux leviers, finalement un levier plutôt lié autour de la culture des données, finalement c'est l'aspect plutôt on va dire humain, comment est-ce que les organisations, les ressources au sein des organisations exploitent cette donnée, et on verra un peu dans le détail ce que ça peut être. Et puis il y a un deuxième volet qui est un volet plutôt technologique, qui est aujourd'hui ce qu'on appelle les galaxies d'applications, qui constituent ce système d'information global. Donc il y a les deux volets qui sont extrêmement importants, et moi je veille toujours systématiquement à mettre les deux en parallèle. On parle de plus en plus de technologie, mais à chaque fois qu'on met plus de technologie en face, il faut mettre plus de culture, il faut mettre plus d'organisation, et il faut mettre plus de compétences. Et je trouve qu'il y a systématiquement ces deux éléments qui doivent avancer en parallèle, sinon après il y a un écart qui se crée, et forcément une mauvaise performance, ou en tout cas des résultats qui sont pas au rendez-vous. J'ai essayé de cartographier une galaxie d'applications, c'est purement à titre de modèle. On a les ERP, évidemment, on a les applications spécifiques qui vont se greffer autour, WMS, TMS, MES, APS. On a également aussi des applications plutôt externes, SRM, CRM. Et puis, on a des applications qui sont dédiées à la gestion de l'information. Donc, c'est là où on retrouve les PM, les PLM et les PIM qui gèrent justement cette data, qui essaient de la structurer.
Et donc, toutes ces data, elles évoluent dans un périmètre supply chain. Et la supply chain, aujourd'hui, consomme. Alors, quand on parle de consommation, c'est aussi exploite. Hein, c'est génère, exploite et consomme à peu près 80% des data du système d'information. C'est pour ça que la supply chain a un rôle extrêmement important dans l'organisation des master data et dans finalement l'animation de ces différents projets de structuration de la donnée. Ça ne doit pas être, et ça ne peut pas être, un sujet qui est confié exclusivement au DSI. La supply chain, si ce n'est porte ces sujets-là, en tout cas doit être un contributeur extrêmement important parce que c'est elle qui va en voir et en subir les bénéfices positifs ou les conséquences négatives si un projet n'était pas mené correctement. Et puis du coup, avec l'explosion du numérique, de la vente en ligne, on a également aussi tout un tas d'applications dont je ne vous citerai même pas les noms, tellement ils sont récents, ils sont nombreux, qui vraiment gravitent autour de l'entreprise et qui, en plus, génèrent des données qui sont dites exogènes, c'est-à-dire qu'elles sont très peu structurées, et donc avec une difficulté importante de les intégrer dans un système d'information classique de type manufacture et de les faire cohabiter. Et donc c'est pour ça que un master data management est important pour justement venir unifier cette information qui vient à la fois de l'extérieur, qui vient de portails web, mais également aussi de données internes à l'entreprise, plus classiques comme les données de production, les données logistiques de livraison, etc. Et donc ça, c'est finalement la structure de données. Il faut que cette galaxie d'applications, on lui donne une structure pour la rendre cohérente et faire que cette information qui va circuler dans toute cette galaxie d'applications puisse circuler de manière efficiente. Et donc cette culture de données, c'est donc l'autre volet, qui est l'autre pendant, qui est le pendant plutôt ressources et intervention de l'humain. Là-dedans, c'est vraiment l'exploiter pour lui donner de la valeur. Et donc c'est ça qui est important, c'est finalement la dernière petite bulle qui, à la fin, permet d'optimiser les décisions et d'optimiser les opérations. Et donc cette culture des données, elle est absolument fondamentale, parce que si vous avez une bonne structure de données, mais que vous n'avez pas la culture pour l'exploiter, vous n'avez pas la culture pour lui donner de la valeur, ça vous coûte extrêmement cher en application, ça vous coûte extrêmement cher à maintenir, mais vous n'en aurez jamais les bénéfices parce que vous ne l'exploitez pas au bon niveau. Et donc tout ça, ça donne la nécessité d'avoir une structure de données dans lequel on va du coup avoir les master data. Et donc ces master data, en anglais ou données référentielles en français, si on essaie de lui faire une traduction, c'est cette partie basse qui finalement l'ensemble des données stratégiques qui structure, qui permet d'articuler les processus métiers et sur lequel après on va venir positionner des données transactionnelles quand on exécute nos opérations, quand on fait une commande d'achat, quand on fait une saisie de production, quand on fait une livraison chez les clients, on va venir du coup générer des données transactionnelles mais qui reposent sur des données référentielles de type article, base client, les gammes, les nomenclatures, etc. Et puis encore la couche du dessus, qui est la couche, cette fois-ci, analytique, décisionnelle, qui permet d'y apporter, sur cette donnée transactionnelle, de lui apporter de la valeur et de lui permettre de prendre des décisions, des bonnes décisions. Donc vous voyez que finalement, ce socle, ces fondamentaux, c'est le Master Data Management pour permettre à la fin d'avoir une business intelligence qui permette d'apporter toutes les promesses qu'elle promet. Alors, si on tente de donner une définition au Master Data Management, donc le Master Data Management, ça unifie, j'ai dit, ça rassemble en un seul endroit, ça garantit la qualité des données, qui sont du coup des données stratégiques d'entreprise, donc ce ne seront pas les données transactionnelles qui résultent des opérations, de l'exécution des opérations, c'est des données stratégiques, et tout ça dans un référentiel unique qui permet du coup de gérer dans toutes les applications du système d'information de l'entreprise, de diffuser après l'ensemble de l'information. Sur la partie gauche, du coup, alors si j'avais mis en gras la notion d'unification et de qualité. Et donc c'est ces deux concepts-là que j'ai mis ici. La partie unification sur la gauche, parce qu'on peut avoir dans différents systèmes, par exemple j'ai écrit Bontaz, alors à nouveau là je suis désolé on ne voit pas, mais Bontaz peut être écrit de différentes façons, c'est un exemple, mais de différentes façons avec des espaces en minuscules, en majuscules, Bontaz Centre, Bontaz SAS, etc. Le Master Data Management, ça vise à dire Bontaz, voilà exactement comment ça doit être codifié, et c'est cette codification qui va être prise dans l'ensemble des systèmes d'information. L'avantage, vous le comprenez, c'est que si on veut faire des croisements de données, évidemment, on ne pourra pas le faire avec des codifications différentes. Quand on a une codification unique, on peut à ce moment-là tout agréger et faire des calculs et pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Et puis, la qualité de données, on qualifie la qualité de données quand on dit qu'elle est du coup exacte, qu'elle est complète, qu'elle est conforme, qu'elle est intègre et qu'elle est cohérente. Donc ça, c'était pour le tour d'horizon qui nous amène à qualifier et à dire ce que c'est le Master Data Management et surtout à quoi ça sert.
Et c'est extrêmement important, hein, retenons ça, c'est absolument pas une finalité, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une input qui permet d'atteindre la transformation digitale, ou en tout cas un niveau de maîtrise de l'information qui permet de prendre des décisions, et des bonnes décisions. Alors, quelles sont les étapes clés d'un projet de Master Data Management? Il y en a 3. Le premier, qui est le plus important, qui est fondamental, c'est celui qui concerne ce qu'on appelle le data model. Et le data model, c'est essentiellement lié autour de l'architecture. C'est d'abord de prendre l'ensemble des processus métiers, qui soient des processus métiers supply chain, depuis la prise de commande client jusqu'à l'émission d'une commande fournisseur, en passant évidemment par tout le cycle interne de l'entreprise, que ce soit distribution, planification ou approvisionnement. Et donc ces processus métiers, il faut les articuler pour savoir quelles sont les informations qui vont circuler entre ces différents processus. On vient y apposer dessus une architecture des systèmes d'information, celle que je vous ai présentée tout à l'heure, cette fameuse galaxie d'applications, qui vont répondre de manière spécifique ou de manière généraliste à ces processus métiers. Donc l'ERP évidemment est extrêmement généraliste et va couvrir beaucoup de processus métiers, mais on va avoir des processus métiers comme la distribution sur lesquels on va avoir des applicatifs très spécifiques comme le TMS par exemple. Voilà. Et donc le fait de superposer ces deux architectures va permettre de mettre en lumière les différentes interactions d'informations. D'architecturer les référentiels de données, je vais en parler juste après, et puis de concevoir des modèles de données. Donc ça c'est pour la première étape, modèle de données. Donc on va pas aller dans le détail, mais ce qu'il faut retenir sur l'architecture des référentiels, donc quand on parle de master data, quand on le traduit en français, donc les référentiels, ces référentiels, ça ressemble à ça. On a du coup des référentiels qui dialoguent entre eux, qui échangent entre eux, qui ont des interactions et des interdépendances les uns avec les autres. Et donc là, j'ai mis de quelques exemples, par exemple le référentiel article, le référentiel fournisseur, référentiel de devise, par exemple, et puis le référentiel de prix d'achat. Vous voyez que les quatre communiquent et interagissent les uns avec les autres. Pour passer une commande à un fournisseur, il faut un prix d'achat. Pour un prix d'achat, il faut une devise, etc. Et ces 4 référentiels, ils sont de 3 natures différentes, de 3 types différents. Et donc on parle de master data. Finalement, il y a 3 types de master data. On a des master data, donc des référentiels de base. C'est la base article, par exemple. Donc mon code article, sa désignation, son unité de gestion, etc. On a des référentiels dits de structure qui vont faire l'interface entre deux référentiels de base, et puis des référentiels de paramètres qui varient très peu, qui sont par exemple les unités de poids, de mètres, les unités de temps, qui sont également aussi les devises, etc. Et puis donc toujours dans cette partie data model, donc la conception des modèles de données, donc de ces fameux référentiels que je vous ai présentés juste avant. Donc on a le référentiel donc, qui est un ensemble de données, et dans ce référentiel on va avoir donc, des catégories, des typologies. Donc par exemple j'ai mis des exemples, hein. Donc si on reste sur le référentiel article, par exemple, un article va être de nature différente, soit c'est une matière première, c'est un semi-fini, c'est un produit fini, donc on va le catégoriser. On va lui attribuer des champs et des attributs, donc ces informations qui sont élémentaires, par exemple toujours sur cet article, son nom par exemple, son poids, et puis enfin son format, parce que évidemment pour pouvoir après l'agréger, l'exploiter, il faut que son format il soit conforme, hein. Je pense que vous avez tous expérimenté à un moment donné dans Excel, hein, quand on n'a pas le bon format, on n'arrive pas à faire la somme. Bah là c'est exactement la même chose. Si sur ce référentiel le bon format n'est pas appliqué, on n'arrivera pas à l'exploiter correctement. Et donc par exemple, si on reste sur l'article, est-ce que c'est un article, la codification article est numérique, alphanumérique, ou elle est avec un nombre de caractères par exemple. Et donc ça c'est pour sa structure. Et puis il y a un dernier élément qui est presque, j'ai envie de dire, le plus important, c'est les règles de gestion associées à ce référentiel. Sans règles de gestion, donc on va construire des référentiels, on va avoir une structure, une architecture qui va être cohérente, mais par contre dans le temps elle va venir se dégrader au fur et à mesure. Parce que quand on va mettre à jour les articles, quand on va en créer de nouveaux par exemple, au fur et à mesure, si on ne respecte pas ces règles de gestion, forcément la base va se dégrader. Et donc ce qui est extrêmement important, c'est la définition de ces règles de gestion, et de dire par exemple, pour cet exemple des articles, l'exemple que j'ai marqué, c'est l'unité d'achat doit être l'unité de commande par défaut dans un conditionnement indivisible. Voilà. Donc ça c'est la règle que je donne par exemple à l'article, ce qui fait que je ne pourrais pas saisir un article qui ne respecte pas strictement cette règle-là, ce qui fait que l'ensemble des articles que je vais saisir seront exploitables parce qu'ils ont exactement le même règle de gestion. Ça, c'était pour la première partie qui est fondamentale, hein, je le répète, c'était la structure, le data model.
Ensuite, il y a une deuxième étape qui est, là à nouveau, on retrouve cette notion technologique peut-être dans le premier, l'architecture, le côté vraiment très technique. Et puis la deuxième étape qui est l'étape de la gouvernance, où là on va retrouver l'aspect plutôt humain et organisation, et comment est-ce que l'organisation va permettre d'exploiter cette donnée. Et donc dans la gouvernance, on va retrouver le RACI, qui est responsable, qui est comptable, qui est contributeur, qui est informé, pour pouvoir gérer les droits et les accès, et puis surtout pour pouvoir permettre de définir comment est-ce qu'on maintient l'évolution de ces différents référentiels dans le temps. Juste un slide pour finalement illustrer cette gouvernance autour de trois rôles importants, trois rôles qui structurent cette gouvernance de la donnée. On a un premier rôle qui est le responsable de référentiel, qu'on appelle aussi Data Master. C'est également aussi, pour ceux qui font des projets ERP, quelqu'un qui peut être caractérisé de Business Process Owner. Donc c'est vraiment la personne qui va être garant du référentiel. On peut en avoir qu'un seul par référentiel. Donc par exemple, pour article, on va en avoir qu'un seul. Et il va garantir que ce référentiel article, comment est-ce qu'on va le faire vivre, quels sont les attributs qu'on va lui enlever, lui remettre, etc. On a ensuite en vert donc, le propriétaire de la donnée, qu'on appelle aussi data owner, et on pourrait aussi l'appeler key user. C'est peut y avoir plusieurs dans un référentiel, mais ce sont les personnes qui vont être en charge d'un attribut spécifique au sein du référentiel article, par exemple. Et puis enfin, on a les intendants de la donnée, donc globalement, ce sont la cheville ouvrière, les fourmis dans la fourmilière qui vont justement mettre à jour cette donnée selon les règles définies. Et donc, c'est clairement les utilisateurs de la donnée au quotidien et qui vont évidemment avoir pour mission de respecter systématiquement les règles de gestion qui auront été préalablement définies. Et puis enfin, la troisième étape, et pas des moindres, qui est la mise en qualité. Une fois qu'on a défini cette structure, qu'on a défini les gens qui allaient gouverner cette structure, il y a un gros travail. Déjà, dans un premier temps, si vous démarrez un projet de type Master Data, de mise en qualité. Et puis après, une fois que c'est en place, d'assurer au quotidien ou périodiquement que cette qualité est toujours en place et qu'elle perdure. Et donc, on va retrouver l'évaluation à la fois qualitative, mais également aussi en termes de maturité des référentiels, parce que qualitatif, ça veut dire que globalement on respecte les règles, mais en termes de maturité, c'est aussi comment ces référentiels évoluent dans le temps. Comment, lorsque je viens mettre une nouvelle application dans ma galaxie d'applications, comment est-ce que mes référentiels vont évoluer pour permettre à ce nouveau système d'information d'être interfacé correctement et que la donnée qui y circule ou est générée dans cette application puisse intégrer le système et être exploitée correctement. Évidemment, gérer les alertes et les déviations, parce qu'il y aura forcément un moment donné où des règles ne seront pas respectées ou où il y aura des conflits d'informations. Et puis, le dernier point, mais qui est aussi très souvent sous-estimé, c'est la gestion du cycle de vie de la donnée. Très souvent, et je pense que dans la salle, beaucoup sont comme moi, on a tendance, les fichiers par exemple, à les stocker indéfiniment dans votre serveur, même si finalement c'était une extraction, une analyse que vous aviez faite il y a 2 ans. Mais oui, il est toujours dans votre éditeur, il est toujours sur votre serveur, il est toujours référencé, ce qui fait que quand vous tapez un mot-clé, vous allez le voir apparaître en termes de résultats. Et ça, évidemment, ça pollue les bases de données. Et donc, quand on parle de master data, cette notion de cycle de vie, dès le départ, de dire je mets un nouvel attribut, je mets un nouveau référentiel, je vais lui attribuer des règles de gestion, mais je vais aussi dire à partir de quel moment est-ce que la donnée devient, par exemple, obsolète, et elle va devoir être supprimée pour alléger mes résultats et surtout éviter que dans le temps, on ait après des conflits dans le master data, des conflits de résultats qui viennent polluer. Juste une illustration sur cette mise en qualité par rapport à la maturité. Vous allez pouvoir évaluer la maturité de votre Master Data Management, de votre système de Master Data Management, si vous êtes plutôt dans le curatif, dans le préventif ou dans la transformation. Bon, curatif, c'est-à-dire que périodiquement, je fais des audits, j'ai fait des extractions, et puis tout ce qui n'est pas conforme, je le supprime. Préventive, on va commencer du coup à avoir une gouvernance, on va commencer à avoir des gens qui sont en charge, qui ont des rôles prédéfinis, ce que je vous ai présenté juste avant, et qui vont surtout permettre du coup d'avoir des données qui soient cohérentes. Et puis enfin, la transformation. Là, vous avez des référentiels qui sont construits complètement, une gouvernance qui est en place, qui fonctionne, et un système qui s'auto-alimente et s'auto-régule en temps réel. Et donc, un Master Data Management, un projet de Master Data Management réussi, c'est un projet dans lequel on a réussi à arriver dans cette étape de transformation. Quelques exemples juste de à quoi peut ressembler finalement ces tableaux de bord très simples, mais qui visent à identifier à quel moment est-ce que j'ai des défaillances, à quel moment j'ai des dérives, est-ce que ce sont des éléments bloquants
pour le système, pour l'exécution du système? Est-ce que ça risque réellement de dégrader mes analyses, ou est-ce que finalement c'est juste une donnée qui vient alourdir le système mais sans forcément le dégrader? Donc il y a des pondérations, il y a des scorecards qui sont établis et qui permettent comme ça, périodiquement, avec cette gouvernance que vous avez définie, d'administrer cette donnée et ce cycle de vie. Alors, si on parle de Bontaz et de chez Bontaz, comment est-ce que on appréhende et on a appréhendé le Master Data Management? Alors déjà quelques chiffres concernant Bontaz. Donc Bontaz c'est un industriel du secteur automobile, à 100% dans le secteur automobile, un industriel de rang 1, c'est-à-dire qu'on travaille en direct avec l'ensemble des constructeurs mondiaux. Nous sommes une petite entreprise puisqu'on fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On a environ 4500 collaborateurs. On est par contre présent partout à travers le monde, dans 24 usines sur l'ensemble des continents. On est une entreprise qui est finalement plus très jeune, mais pas non plus encore forcément historique. On a 55 ans d'existence. Et puis, quand on parle de Master Data Management, pour vous donner un chiffre comme ça, pour vous aider, on gère environ 6000 articles dans notre base de données. Et donc le contexte du projet, c'est un contexte qui est lié à un changement d'ERP, puisque l'ERP que nous avions était un ERP homemade, qui avait été développé en interne par des équipes en interne. Donc vous l'imaginez avec finalement très peu de structure, très peu de règles de gestion, une permissivité de l'information extrêmement importante qui fait qu'on pouvait se retrouver, même au sein de l'ERP, c'est-à-dire que là je ne parle même pas de galaxie d'applications, juste au sein de l'ERP, on pouvait se retrouver à avoir des référentiels qui sont complètement différents suivant si on était à la supply chain, en production ou à la finance par exemple. Et donc cet ERP, on a fait le choix d'en changer pour basculer sur un fort. Et pourquoi? Parce qu'on a une croissance d'ici 2030 qui va être multipliée par 2, parce qu'on a une sous-optimisation, une sous-utilisation de la business intelligence, ce qui fait que globalement, au niveau de performance en termes d'exécution opérationnelle est plutôt bonne. Par contre, la capacité à comprendre pourquoi et la capacité à prendre des décisions par rapport à ces opérations est relativement limitée. Et puis cette volonté de construire une galaxie d'applications, comme j'ai pu vous montrer finalement dans les slides de tout à l'heure. On ne va pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous donner, là l'idée c'est surtout de vous donner un overview de chez Bontaz, du contexte et de comment est-ce qu'on a géré ce projet. Donc c'est un projet, vous le voyez, qui dure à peu près sur 2 ans, pardon, avec une première étape extrêmement importante, extrêmement dense, à la fois en termes de timing, mais également dense aussi en termes d'interaction, sur vraiment le cadrage et la conception de ces modèles de données. Enfin, après, une étape de déploiement dans lequel on est actuellement. Et puis enfin, ce qui est planifié, mais qui n'est encore pas déployé, une phase de suivi. Et donc vous retrouvez globalement ce que je vous ai décrit juste avant, c'est-à-dire qu'une première étape extrêmement importante qui vise à cartographier et à faire toute cette architecture, à la fois processus métier, cartographie des systèmes d'information, conception des modèles de données, et puis après, définition du qui fait quoi, ici, donc de cette fameuse gouvernance, pour pouvoir bâtir des modèles et les déployer. Alors, je voulais juste faire un focus sur une étape que j'ai pas présentée juste avant, qui, j'ai envie de dire, n'est presque, enfin, une étape 0 presque, qui est un SWOT que l'on a réalisé, qui est extrêmement important pour savoir finalement quelle va être l'ampleur du chantier. Les étapes que je vais présenter juste avant, ce sont les étapes de la littérature. Évidemment, chaque entreprise va débuter avec un niveau de maturité différent. Et donc, on a réalisé ce SWOT. Alors, le contenu en soi est parfois très important pour vous, mais c'est surtout de mettre l'accent sur, à nouveau, on retrouve des processus, avec des problématiques de processus, des problématiques de gouvernance, des problématiques de ressources. Nous sommes une entreprise avec 4500 collaborateurs, mais finalement, une structure de cadre relativement légère, et donc avec beaucoup de personnes qui se retrouvaient à cocher à chaque fois, enfin être présents sur les mêmes rôles, donc être à la fois un data master, un data owner et un data steward. Et donc ça pose problème évidemment quand vous voulez mettre en place et structurer votre donnée. Et donc, on avait identifié également comme facteur clé succès des éléments que vous retrouvez à nouveau, toujours les mêmes, la gouvernance. Selon nous, ce projet ne pouvait être mené à bien que si on avait défini une gouvernance de manière très précise, que l'on avait une disponibilité des ressources, et surtout quand on
on enchaîne les projets ERP, des projets d'amélioration de manière générale. Quand on a une ambition de croissance, évidemment, c'est très souvent les mêmes personnes qui se retrouvent à être sur tous les projets de front. Et donc, comment est-ce qu'on s'assure de la disponibilité de ces ressources? Ça, c'est un point qui est extrêmement clé, qui d'ailleurs a posé et pose souci aujourd'hui chez Montaz, c'est le fait d'avoir des ressources qui soient multicasquettes. Donc, extrêmement important d'avoir la capacité, si vous pouvez, de dédier des ressources à ça. Et puis enfin, la cartographie des systèmes d'information et des processus métiers. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail des actions qu'on a mis en place, mais à chaque fois, on a identifié quelles étaient les actions nécessaires pour mettre sous contrôle ces menaces et ces faiblesses. Juste, je passe comme ça rapidement sans commenter, c'est pour illustrer finalement les différents travaux qui ont pu être menés, à la fois pour définir le corps modèle avec du mind mapping, du brainstorming pour construire le modèle de données, également aussi une méthodologie de travail pour ces référentiels de données, identifier quelles sont les ressources très précises, quel est le timing, quelles sont les actions que l'on veut gérer, et remettre ça dans un contexte global avec des scorecards et une animation. C'est extrêmement important, une animation périodique à travers des comités de pilotage, des comités de projet, pour revoir périodiquement l'avancement des sujets. Des cartographies de processus spécifiques pour la mise en qualité. Et puis, j'en ai parlé juste avant, justement l'animation. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Qui est du coup l'animation de cette mise en qualité avec ici qui fait quoi dans cette mise en qualité, les actions associées qui sont ici, le suivi des actions de manière collaborative. On a un outil, la chance d'avoir un outil collaboratif chez Montaz qui nous permet de pouvoir s'affecter des tâches, des missions et voir l'évolution. Et puis enfin, ici, une partie formalisation avec finalement des modes opératoires, un guide de validation de données qui nous permet de garantir que ces données, dans le temps, la qualité ne se dégradera pas.